It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du livre. Il n'y a pas de majuscule, mais au moins pendant toute ma thèse, c'est comme ça que Jean-Pierre l'appelait. C'était le livre. Et donc, en fait, ça parle du théorème d'hyperbolisation pour les variétés fibrées de dimension 3. Donc, je vais vous raconter le théorème d'hyperbolisation et vous expliquer les étapes des preuves, enfin, au moins celles que je connais. Et après, comme c'est pas non plus le dernier théorème de Fermat, donc il n'y a probablement pas un type dans son grenier qui l'a prouvé tout seul. Donc, c'est certainement l'intégralité des preuves connues. Et je vais commencer par un petit historique sur le théorème d'hyperbolisation en général. Et cet historique, j'ai tout pris. Othal a écrit un autre article sur le théorème d'hyperbolisation dans le cas pas fibré, qui est dans un numéro spécial de Journal of Differential Geometry. Et dans l'introduction de cet article, il y a un petit historique sur le théorème d'hyperbolisation, donc j'ai pris des trucs dans cette introduction. Donc petit historique. Donc au début du XXe siècle, on connaissait déjà les groupes kleiniens, on savait qu'ils existaient, mais on ne comprenait pas très bien le quotient de leur action sur H3. Et par exemple, ce qui est peut-être le premier exemple de trois variétés fermées hyperboliques a été fourni par Loebel dans un article de 1931. Donc avant 1931, on ne savait pas s'il y avait des réseaux dans PSL2. Enfin, on suppose. Ensuite, en 1933, Seifert et Weber introduisent... peut-être je peux vous mettre les noms. Donc, Loebel, 1931. Ensuite, en 1933, Seifert et Weber. Pardon. C'est vrai, oui. C'est vrai. Ah, mais on ne sait pas. Non, mais il y a donc non, il y a pas. Il y a des orbifolds, ouais. Il y a pas encore le lemme de Selberg, donc on ne sait pas. Il y a des groupes de réflexion. Oui, oui. Ouais, bah. Moi, je cite Jean-Pierre dans le texte, là. On peut argumenter là-dessus, oui. Mais effectivement, je pense, enfin, au moins, donc on connaissait les groupes kleiniens, mais on ne s'intéressait pas vraiment aux variétés hyperboliques. Donc le Bell, c'est une variété, c'est un groupe kleinien sans torsion. Oui, oui, oui. Juste pour finir le interrompre, il y a un article de Hopf qui doit être postérieur à ça, qui montre la réalité du flot géodésique, qui dit que ça marcherait, il le fait sur les surfaces, il dit que ça marcherait pareil pour les espaces hyperboliques de grande dimension, mais bon, quand on connaît essentiellement pas, c'est sûrement pas très intéressant comme théorème. Donc ils se contentent de le faire... Pour les surfaces. Très bien, merci. Donc ensuite, en 1933, il y a Seifert et Weber qui introduisent l'espace dodécaédral hyperbolique. Donc pareil, un carré, vous connaissez déjà. Et enfin, au moins concrétisation un peu de ça, il y a André F. En 1970, qui donne une classification complète des groupes de Coxeter hyperboliques en dimension 3.
avec un domaine fondamental compact. Donc du coup et là, à ce moment-là, on a le théorème de Selberg qui dit que quand on a un revêtement fini sans torsion, et donc du coup là, ça nous donne un grand nombre de variétés hyperboliques compactes. Et aussi, d'un autre côté, pour les variétés non fermées, on a Maskit à partir de 1969 qui commence à publier des théorèmes de combinaison qui permettent de faire à partir de deux groupes kleiniens, on fait un produit amalgamé qui est aussi un groupe kleinien. Bon, enfin, c'est facile de faire un produit amalgamé du point de vue des groupes, mais après, il faut pouvoir garantir qu'on va obtenir un groupe kleinien discret en amalgamant les deux groupes. Et donc, il y a Maskint a fait des théorèmes de combinaison que vous pouvez regarder si vous voulez. Dans l'idée, ce n'est pas très compliqué, mais les énoncés font pas loin d'une page. Donc, il y a des conditions pour qu'on puisse combiner tous ensemble, que les domaines fondamentaux aillent bien les uns dans les autres. Donc ça, c'était pour les débuts de la géométrie hyperbolique. Et d'un autre côté, donc ça c'est géométrie hyperbolique. Alors peut-être je peux mettre variété hyperbolique. De dimension 3. Et d'un autre côté, aussi, plus ou moins au même moment, les gens ont commencé à étudier les variétés de dimension 3 topologiques et en particulier sont intéressés à des décompositions caractéristiques. Donc là, je vais juste citer des noms. Donc on a les travaux de Kneser, de Milnor, de Haken, de Waldhausen et finalement de Jaco Schallen. J'ai pas écrit Johansson. Johansson, j'ai dû oublier un N quelque part. Et donc tous ces travaux, ça aboutit à la décomposition dite JSJ des variétés hyperboliques de dimension 3, des variétés de dimension 3, qui dit qu'une variété de dimension 3, on peut la couper d'abord suivant une collection de sphères pour avoir des variétés qui sont irréductibles. Et une fois qu'on a ces variétés hyperboliques, ces variétés irréductibles, on peut les couper le long de Tor pour obtenir des pièces plus simples. Et donc ces pièces plus simples, il y a des variétés qui sont des fibrés de Seifert, qu'on comprend assez bien, puisqu'on a des invariants associés à ces fibrés de Seifert, et d'autres variétés qui sont atoroïdales, elles contiennent plus de Tor parce qu'on a coupé le long de ces tors. Mais à l'époque où est arrivée la décomposition JSJ, on ne sait pas trop à quoi elles correspondent, ces variétés. Et c'est là que Thurston arrive pour dire « Non mais regardez, ces variétés-là, en fait, elles sont hyperboliques ». Donc en 1977, Thurston annonce son théorème d'hyperbolisation. Annonce le théorème d'hyperbolisation pour les variétés Haken. Et sa conjecture de géométrisation. D'accord. Et donc, si on oublie la partie conjecture de Poincaré de la conjecture de géométrisation, ben, du coup, quand on a la décomposition JSJ, on sait qu'on a des fibrés de Seifert
Ceux-là, on les comprend bien, on sait les géométriser. Il y a 3 types de géométrie qui correspondent, et on sait, suivant la monodromie, on sait quelle géométrie mettre. Et il reste les pièces qui sont atoroïdales, et avec le théorème d'hyperbolisation pour les variétés Haken, on sait qu'elles sont hyperboliques. Et donc, du coup, on a une décomposition géométrique de beaucoup de variétés. Et aussi, on a la surprise de voir que beaucoup de variétés sont hyperboliques, en fait. Quand on découpe une variété dimension 3 en pièces, on a très souvent des pièces qui sont hyperboliques. Donc ça, c'était l'histoire, bref, historique, et donc qui se conclut par le théorème d'hyperbolisation, que je vais maintenant vous citer pour les variétés fibrées. Donc, théorème d'hyperbolisation. Alors on part. Donc, comme donnée de base, on a une surface fermée. De genre au moins 2. Et on a un élément dans son mapping class group, dans son groupe modulaire, pardon. Alors, on regarde le tort d'application, que je vais définir. Donc la variété M-phi est hyperbolique si et seulement si phi est pseudo-Adnosov. Donc je vais définir ce qui manque tout de suite. Et donc ça, c'est Thurston. Et puis la place. Donc le tort de suspension de phi, on regarde un fibré en intervalle sur S, enfin un produit. Donc je prends ma surface et je l'épaissis. Et on recolle le bord supérieur sur le bord inférieur par phi. Donc ici, ça correspond à identifier x0 avec phi de x. Donc on obtient cette variété, on voit cette variété, elle fibre, on a une fibration en surface qui vient juste du fait que je suis parti d'un fibré en surface. Et donc c'est pour ça que c'est pour les variétés fibrées. Et ce qu'il y a, donc on va voir dans quelques minutes le théorème. Enfin, comme ça, on voit bien que mon énoncé est spécifique aux variétés fibrées, mais on peut faire un énoncé qui s'inscrit dans le cadre plus général du théorème d'hyperbolisation. Mais par contre, la preuve est spécifique. Dans le théorème d'hyperbolisation, il y a deux cas avec 2 preuves différentes. Et donc la preuve de celui-là est différente du résultat de l'autre. Si je prends une variété qui est toroïdale et de groupe fondamental infini qui n'est pas fibrée, là j'ai une autre démonstration. Et enfin, il manque à définir dans mon théorème, c'est ce que c'est qu'un élément du groupe modulaire qui est pseudo-Anosov. Donc ça aussi, c'est dû donc peut-être un petit peu avant, mais plus ou moins à la même époque, Thurston a aussi énoncé son célèbre théorème de classification des difféomorphismes de surface, classification des éléments du groupe modulaire.
Donc là, je vais pas appeler ça théorème parce que la façon dont je vais le faire, c'est un peu une tautologie. Donc un élément phi de mode S, donc on va dire qu'il est périodique. S'il est périodique, donc si... je suis dans le groupe modulaire, donc je regarde des difféomorphismes à homotopie près. Donc je peux, je vais peut-être pas l'appeler psi, F. Donc si je prends un difféomorphisme dans cette classe d'isotopie, donc si il existe phi et n, il existe f et n, tel que Fn égale et homotope à l'identité. Égale l'identité. Donc ça, c'est périodique, ça paraît assez naturel. Ensuite, on dit qu'il est réductible. Donc, si à nouveau, je peux trouver un représentant de cette classe d'isotopie et une multicourbe gamma telle que f de gamma égale gamma. Donc il laisse une multicourbe, c'est une réunion disjointe de courbes fermées simples. Donc ça veut dire que mon difféomorphisme, il laisse globalement invariant une collection de courbes. Par exemple, des couleurs. Par exemple, sur ma surface, je peux prendre ces deux courbes-là, ça me fait une multicourbe. Donc j'ai une collection de courbes fermées simples qui ne sont pas 2 à 2 isotopes. Et donc je peux trouver un difféomorphisme qui laisse ça invariant. Et dans ce cas-là, il sera réductible. Et on note que périodique, c'est inclus dans réductible. Et la troisième catégorie, c'est pseudo-anosophe. Pseudo-anosophe, sinon. Donc là, du coup, mon énoncé, il ne contient rien. J'ai juste dit, voilà, on peut décider que certains homomorphismes sont réductibles et appeler les autres pseudo-anosophes. Mais donc dans la classification des éléments de Thurston, il donne une condition pour être pseudo-anosophe qui fait que ce n'est pas clair qu'il y ait un homomorphisme va rentrer dans l'une de ces trois catégories. Et donc pour l'instant, on va juste dire un pseudo-anosophe, c'est un qui n'est pas comme ça. Et peut-être quand même une idée, c'est que en l'occurrence, il s'appelle comme ça parce que c'est des difféomorphismes qui mélangent beaucoup la surface. Du point de vue dynamique, ils ont une dynamique compliquée. Donc, peut-être donc, la partie difficile du théorème d'hyperbolisation, c'est de montrer que si phi est un pseudo-anosophe, alors m phi est hyperbolique. On voit bien, j'ai mis un si et seulement si. Il y a le fait que si elle est hyperbolique alors que c'est pseudo-anosophe, c'est assez facile à voir. Est-ce que ce que je vais vous expliquer un peu tout de suite. Donc, on sait une variété hyperbolique et atoroïdale. Variété hyperbolique.
2 dimension 3. Ce qui veut dire que tout sous-groupe Z plus Z donc un sous-groupe ah oui non c'est pas un sous-groupe non. Donc tout sous-groupe de son groupe fondamental, on va l'appeler M. Pardon. Non, tu vois, en fait, non. Ah oui, non, donc attends, donc non, pas compact. Donc une variété hyperbolique, je sais, question de groupe fondamental fini. Ah oui, compact. Fermé. De volume. Ouais, mais ça dépend ce que tu veux. Compact. C'est vrai aussi, de toute façon. Donc, tout sous-groupe Z plus est conjugué dans un sous-groupe. Ouais, si je veux compact en fait, parce que je lui mets du bord. Est conjugué à un sous-groupe A au pi 1. Ah, oh là là. Désolé. Ah oui, si. Est conjugué au sous-groupe d'une composante. Est conjugué. Waouh. Au groupe fondamental d'une composante du bord. Donc ça veut dire compact avec du bord, et du coup je mets la métrique hyperbolique sur l'intérieur. D'accord, mais le bord, du coup, il est totalement géodésique Non, le bord, il n'existe pas, il est à l'infini. Okay. Je mets une métrique hyperbolique complète de volume, non. Enfin, mais là, ce qu'il y a, c'est que je vais faire des variétés fermées, donc peut-être si je prends des variétés fermées, du coup, il n'y a pas de sous-groupe Z plus Z. C'est ça que veut dire atoroïdal. C'est conjugué, enfin, je pourrais dire, c'est conjugué à un sous-groupe qui stabilise un point du bord à l'infini. Oui. Oui, mais là, enfin, j'ai une variété topologique, le bord à l'infini. Non, mais c'est juste hyperbolique. Oui. Si elle est compacte, elle est Ah, mais non, mais pourquoi j'ai mis hyperbolique? Pardon. Donc, oui, d'accord. Une variété hyperbolique M. Oui, compacte. Donc, ma définition, elle marche pour une variété compacte. Elle veut dire quelque chose. Si elle est compacte, elle n'a pas d'occasion. Non, donc, je veux dire, c'est atoroïdal, ça veut dire quelque chose pour une variété compacte. Et après, si j'appelle variété hyperbolique compacte, une variété compacte dont l'intérieur admet une métrique hyperbolique complète. Ça te plaît pas? Non, mais du coup, moi, j'appelle ça juste une variété hyperbolique d'habitude. Donc, d'une composante du bord. Donc, peut-être préciser, dans le cas de M phi, ça veut dire que le groupe fondamental ne contient pas de sous-groupe Z2. Et donc, une condition nécessaire pour que M phi soit hyperbolique, c'est que son groupe fondamental ne contienne pas de sous-groupe Z plus Z. Et donc, comme on a vu précédemment, périodique, c'est contenu dans réductible. Donc, on va s'intéresser juste au réductible. Et donc, si je réductible, ça veut dire que j'ai une multicourbe qui est globalement invariante. Et du coup, si elle
invariante, c'est-à-dire que je peux trouver une puissance qui va fixer chaque courbe individuellement. Donc il existe n tel que Fn de gamma i égale gamma i pour chaque composante connexe gamma i de gamma. Et donc maintenant, si je regarde ma suspension au-dessus de gamma i, c'est-à-dire que je pars de gamma i, après j'arrive peut-être sur une autre composante connexe de gamma, je continue, je fais peut-être 3, 4 tours, 10 tours, et après je reviens sur gamma i. Donc ça me donne un tor immergé dans ma variété. On peut l'immerger, on peut imaginer que je vais pouvoir l'immerger, et surtout ça me donne un tor incompressible, au sens où le groupe fondamental de ce tor va se plonger dans le groupe fondamental de la variété. Et donc pour voir que ce tor est incompressible, c'est pas très difficile. Si on regarde le revêtement cyclique, mon tor, clairement, il se relève en un cylindre. Et après, si je passe au revêtement universel, ça me donne des plans disjoints les uns des autres. Et donc, du coup, la suspension... Et donc, comme j'ai un tor incompressible, le groupe fondamental d'un tor, c'est Z plus Z, donc j'ai un sous-groupe Z plus Z. Donc la suspension au-dessus de gamma i me donne un sous-groupe Z plus Z. Donc du coup, on voit que pour qu'une variété pour que mon tor de suspension soit hyperbolique, il faut que mon difféomorphisme ne soit pas réductible, donc soit pseudo-anosophe. Et maintenant que j'ai défini ça, on peut voir aussi que, et avec juste ce que je viens de dire, mon résultat, il est équivalent à donc m phi est hyperbolique si et seulement si elle est atoroïdale. Et donc ça c'est ça revient c'est l'énoncé du théorème d'hyperbolisation en général, c'est que si je prends une variété compacte de dimension 3 dont le groupe fondamental est infini et qui est atoroïdale, alors elle est hyperbolique. Et après, c'est aussi un si et seulement si, mais à nouveau, on a vu que, on n'a pas vu, j'ai dit que les variétés hyperboliques étaient atoroïdales et le groupe fondamental est infini, c'est aussi facile à voir. Et donc ça, c'est facile à démontrer avec de la géométrie hyperbolique, parce que les sous-groupes Z plus Z, forcément, c'est des sous-groupes paraboliques, donc ils sont dans des pointes de la variété, et ces pointes, elles doivent correspondre à du bord quand j'ai l'intérieur d'une variété compacte. Voilà. Donc ça, c'était pour montrer que une partie, voilà, ça me donne la moitié du si et seulement si, c'est la partie facile. Donc on a vu que si m phi est hyperbolique, alors phi est pseudo-anosophe. Maintenant, dans l'autre sens, c'est ça c'est la partie plus intéressante, on veut donc montrer que si j'ai un difféomorphisme pseudo-anosophe, donc on va voir, il faut utiliser des propriétés de pseudo-anosophe, donc il va falloir un peu, que cette classification devienne un peu moins tautologique. Et donc on veut construire, en fait, on construit pas de manière non explicite, puisque c'est par des procédés de limite, mais on construit quand même une métrique hyperbolique sur m phi. Et donc avant de la construire, on peut essayer de voir ce qu'on cherche. Donc pour ça, une bonne méthode, c'est imaginons que ça existe
supposons que m phi a une métrique hyperbolique, et regardons un peu ce que ça nous donne. Donc, si j'ai une métrique hyperbolique sur une métrique hyperbolique sur m phi, donc quand j'ai une telle métrique, ça veut dire que ça veut dire que j'ai une identification naturelle entre le revêtement universel de m phi et l'espace hyperbolique de dimension 3. Et donc ça induit une représentation du groupe fondamental qui agit par translation sur le revêtement universel avec un sous-groupe d'isométrie de H3, donc un sous-groupe de PSL2 de C. Est-ce que j'ai supposé tout orientable? J'ai oublié. Ta définition de variété hyperbolique, c'est un quotient de... Non, enfin oui, si tu veux. Ma définition, c'est qu'il y a une métrique hyperbolique sur l'intérieur. Après, c'est pas compliqué de montrer que ça veut dire que c'est un quotient, c'est pas, mais oui, et c'est équivalent du coup. Donc effectivement, si j'ai une métrique hyperbolique, ça veut dire que c'est un quotient de H3 par une. Et donc du coup, j'ai une représentation de π1 de m phi dans PSL2 de C qui est fidèle et discrète. Donc ça c'est bien, mais donc maintenant, par contre, a priori ça ne marche pas dans l'autre sens. Si j'ai une représentation donc réciproquement, donc si on a, donc j'ai une représentation fidèle et discrète, alors on a une variété, je vais noter m rho, donc qui est le quotient de H3 par rho de π1 de m phi. Mais ce qu'on sait, donc cette variété, c'est une variété hyperbolique, donc c'est un K π1, et son groupe fondamental, il est isomorphe au groupe fondamental de m phi. Donc ça nous dit que j'ai une équivalence d'homotopie avec m phi, qui est aussi un K π1. D'accord. Et j'ai a priori pas un homéomorphisme. Et suivant les variétés que je prends, en fait, il y a des cas où effectivement, je peux le type topologique d'une variété hyperbolique n'est pas donné par son groupe fondamental. Mais dans ce cas-là, on a un théorème de Stallings qui dit que m rho est homéomorphe à m phi. D'accord. Donc c'est un théorème sur les équivalences d'homotopie entre fibrés. Et donc du coup, grâce à ce théorème, ça me dit que pour trouver une métrique hyperbolique sur m phi, j'ai juste besoin de trouver une représentation fidèle et discrète de son groupe fondamental. Et donc, pour ça, peut-être jetons un coup d'œil à son groupe fondamental. Donc π1 de m phi, donc j'ai le groupe fondamental de ma surface à laquelle je suis parti. Je rajoute un élément qui correspond au pseudo-anosophe. Donc ça me fait, je prends le produit libre par z, et après je quotiente par donc, relation t gamma t moins 1 égale phi. Non, si je l'ai appelé phi. Phi étoile de gamma. Où t, donc t c'est dans z, c'est un générateur de z. Donc j'ai le produit tordu par mon difféomorphisme. D'accord. Donc je veux une représentation de ce groupe qui soit fidèle et discrète. Et donc pourquoi je l'ai écrit comme ça? Parce que même dans les années 70, déjà on connaissait bien, remarque ça faisait pas très longtemps, mais on connaissait bien les représentations de groupes de surface
au moins on en connaissait bien certaines, on comprenait bien les représentations quasi-fuchsiennes. Donc on avait des tas d'exemples de représentations de groupes de surface. Et après, on peut essayer d'en trouver un. Donc du coup, on veut une représentation d'un groupe de surface, donc une variété hyperbolique qui soit homéomorphe à un fibre en intervalle sur une surface pour lequel on a une isométrie. Et l'action de cette isométrie, c'est l'action de phi sur le groupe fondamental. Donc c'est ça qu'on va vouloir trouver. Et donc pourquoi comme ça? Parce qu'on connaît déjà pas mal de représentations des groupes de surface, donc peut-être on peut espérer en trouver une pour laquelle j'ai une bonne isométrie. Sur le théorème de Stalin, en fait, il y a un truc de topologie, je ne crois pas super bien compris, mais j'étais persuadé, et apparemment c'est faux, que si tu es un capien, et tu as deux variétés compactes qui sont des capiens et qui ont le même groupe fondamentaux, alors elles sont homomorphes. Non, c'est pas vrai. non, ça c'est pas vrai, non. C'est pas faux. D'accord. Ça s'appelle la conjecture de Borel. Ah d'accord. En général, c'est vrai en dimension 3, mais c'est vrai en courbure négative. Et c'est vrai en courbure négative. Une dimension au moins 5. C'est un théorème récent de Bartel et Luc. Enfin, c'est la conjecture de Borel pour le groupe 4-0. Enfin, il suffit même que le pi1 du groupe soit 4-0. Ça avait été fait avant pour les Riemanniennes. Pour les variétés Riemanniennes, ouais, c'est ça. Farrell Jones, enfin, ça découle de conjectures difficiles. D'accord, ok. Farrell Jones, Monikov, enfin, sont montrés pour maximum, de plus en plus de groupes. Donc c'est pas un truc qui est faux après. Bon, pour les variétés fermées. D'accord, pour les variétés fermées. Pour les variétés fermées. Parce que si, ouais, voilà. Si tu as du bord, on sait que c'est pas vrai. Voilà. Donc du coup, voilà ce qu'on veut chercher. Donc avant de chercher ça, on va, comme j'ai dit, on connaît plein de représentations de groupes de surface. Donc je vais passer à ça maintenant. Ah ouais, ça c'était le 2, le théorème d'hyperbolisation. Donc là, je vais passer au 3. Et dans le théorème de Stalin, là, il faut supposer que les variétés sont fibrées. Il y a une hypothèse. Ouais, des hypothèses en plus, oui. Ouais, je crois que c'est ça. Il va en cercle. Pardon, fibré sur le cercle. Donc, petit 3, groupe quasi-fuchsien. Alors, donc on va dire, j'ai une représentation du groupe fondamental d'une surface dans PSL2 de C, donc qui est fidèle et discrète. Ah, c'est vrai. Fidèle, ça veut dire qu'elle est injective, et discrète que l'image est un sous-groupe discret de PSL2 de C. Donc, quand j'ai une telle représentation, je peux définir son ensemble limite. Donc, qui est l'adhérence, donc c'est l'adhérence des orbites dans le bord à l'infini. Donc, on va dire le bord à l'infini de H3, qui est le bord de la boule unité, si on prend le modèle de la boule unité. Okay. Et c'est aussi le plus petit sous-ensemble de la sphère à l'infini qui est invariant par l'action de mon groupe. Et donc, je vais dire que ρ est quasi-fuchsien.
si l'ensemble limite est homéomorphe à un cercle, et donc, et ça, c'est équivalent à dire que ρ est quasiment est une déformation quasi conforme d'un groupe fuchsien. Donc je vais revenir plus tard sur les déformations quasi conformes. C'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Et donc du coup on a cet ensemble limite, c'est un cercle. Topologiquement, c'est un cercle dans la sphère. Donc du coup, il sépare la sphère en deux composantes connexes qui sont des disques et sur lesquels on a une action de ρ. Et comme ça, une définition équivalente encore de l'ensemble limite, c'est que l'action sur son complémentaire est proprement discontinue. Et donc, du coup, on a une action proprement discontinue d'un sous-groupe de PSL2 de C sur un ouvert de la sphère de Riemann. Donc, ça nous donne une surface de Riemann. Donc, j'ai oméga ρ, donc c'est le domaine de discontinuité donc c'est le complémentaire, donc S2 moins l'ensemble limite. Donc j'ai ρ de π1 de S donc, qui agit proprement discontinuement sur ce domaine de discontinuité. Donc ça me donne une surface de Riemann. Et qui a deux composantes connexes qui correspondent aux deux composantes connexes de mon domaine de discontinuité. Donc ça me fait une surface de Riemann homéomorphe à donc S union S. Excuse-moi, est-ce qu'on a des exemples de quasi-fuchsiens qui ne soient pas triviaux? Enfin, je veux dire, pas un fuchsien, et un vrai groupe qu'on te donne vraiment. Explicite, quoi, on peut dire, par exemple, tu vois. Avec les matrices. Par exemple, quoi, enfin, quelque chose qu'on puisse vraiment travailler là. Oui. Enfin, je pense qu'il on est capable de dessiner des ensembles limites, donc du coup, il faut quand même. Mais là, non. Moi, personnellement, j'en ai pas. Ah, si. Tu peux faire un petit pliage explicite. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, mais ouais, faut tout plier. Non, là, je peux pas te. Là, comme ça, je peux pas te sortir de ces. Non. Ah, ben non, ouais, c'est ça. Donc tu peux, donc ce qu'il dit, c'est tu pars d'un groupe fuchsien et après tu plies un peu, tu prends une géodésique et tu plies un peu. Et donc du coup, c'est-à-dire que tu conjugues certains éléments par une rotation. Donc tu crées, tu fais, ton groupe il est plus fuchsien parce que tu as mis un peu de rotation sur certains éléments. Oui, il est toujours discret si tu le fais correctement. Oui. Oui, enfin, justement, si tu restes proche, enfin, si tu plies un tout petit peu, tu sais qu'il va rester discret dans un voisinage. Enfin, c'est proche des fuchsiens. Si tu plies suffisamment peu, tu vas rester discret. Être discret, c'est ouvert. Être discret, c'est ouvert dans l'espace des représentations. Voilà. Non, pardon. Non, mais être fuchsien, enfin oui, c'est ouvert au voisinage des fuchsiens. Non, c'est pas ouvert, non, c'est fermé. Et pas ouvert. Donc oui. Et ils sont tous comme ça,
Donc les Fuchsiens, oui. Les quasi-Fuchsiens, tu peux tout plier. Il y a un théorème de Thurston qui dit ça, en gros. Oui, tu as le paramétrage par les grafting, par les laminations, justement en faisant du grafting à partir d'un Fuchsien. Donc si tu... Oui, il faut le faire sur des laminations, oui. Ah oui, d'accord. Donc il faut plier, mais des fois, il faut plier suivant des ensembles compliqués qui vont arriver dans le prochain... Mais, donc, j'ai une surface de Riemann qui est homéomorphe à S, union disjointe de deux copies de S. Donc ça me donne... Donc j'ai un point, ça me donne un point, je vais peut-être l'appeler X, Y, dans Teichmüller, croix Teichmüller. Elles sont juste... Ah, parce que c'est le même groupe qui agit sur... Les surfaces topologiques sont identiques, mais la structure de Riemann est différente. Donc c'est pour ça que j'ai deux points différents a priori. Et elles sont identiques si et seulement si je suis Fuchsien. Ou dans ce cas-là, j'ai un disque rond. Vas-y, assieds-toi devant. Et donc du coup, j'ai une application qui va de l'ensemble de mes variétés quasi-fuchsiennes vers ce produit d'espace de Teichmüller. Des fois, on met ici l'orientation inverse parce que c'est naturellement, c'est le même espace de Teichmüller. Et il s'avère que cette application est un homéomorphisme. Donc théorème. Donc c'est traditionnellement attribué à la force Berce. Donc l'application je vais appeler QF. Les jolies lettres. Donc ça c'est l'ensemble des représentations quasi-fuchsiennes de π1 de S. Et donc, qui va dans Teichmüller, croix Teichmüller, je veux dire, défini ci-dessus. Est un homéomorphisme. Et donc ça se démontre avec, c'est le théorème de double uniformisation de Berce, donc c'est de l'analyse complexe, il faut résoudre des équations de Beltrami. Mais en tout cas, ça nous dit déjà, ça nous donne plein de variétés plein de représentations du groupe fondamental d'une surface qui sont discrètes et fidèles. Mais donc, on est content, on a dit, on voulait ça, mais maintenant, on veut qu'il y ait une action par isométrie dessus. Est-ce que là, sur S2, du coup, on a présupposé quand même, quand on regarde l'action sur le disque, que c'était la métrique ronde de S2 Non, c'est pas métrique, c'est... ah oui, c'est juste, j'ai la structure complexe de S2, et j'ai des transformations de PSL de C. Donc du coup, j'ai une structure de Riemann, structure complexe sur ces surfaces. Et après, donc ça me fait un point de Teichmüller si tu prends la définition de Teichmüller comme structure de Riemann. Et après, tu peux chercher tu peux prendre la métrique hyperbolique dans cette famille de surfaces de Riemann. Et donc ça, c'est ça. C'est les représentations de π1 de S dont l'ensemble limite est homéomorphe à S1. Je vais y venir plus tard. Je pense, j'espère. Donc,
Donc maintenant, on est content, on a trouvé plein de représentations de mon groupe de surface. On voudra voir si on ne peut pas trouver sur une de celles-ci une isométrie dont l'action correspond à l'action de mon difféomorphisme original. Le problème, c'est que on peut montrer assez facilement que si j'ai une isométrie sur une variété quasi-fuchsienne, alors elle est d'ordre fini. Et donc, ou du moins, si je regarde son action sur le groupe de la surface, ça va être réductible. Préciser. Et donc, pour voir ça, on a le cœur convexe. Donc de MRO. Donc c'est le quotient. Voilà. Le quotient de l'enveloppe convexe de l'ensemble limite de lambda ρ, donc par l'action de ρ, donc j'ai ce quasi-cercle à l'infini. Je prends son enveloppe convexe, donc je regarde tous les tétraèdres hyperboliques idéaux dont les 4 sommets sont sur cet ensemble limite. Ça me définit un convexe qui est invariant par l'action du groupe parce qu'il est construit à partir d'un ensemble qui était invariant. Donc du coup, je peux passer au quotient. Et donc le quotient, ça me donne un convexe dans ma variété quasi-fuchsienne qu'on appelle le cœur convexe. Et ses propriétés essentielles, c'est que c'est le plus petit convexe contenu dans cette variété. Ou convexe au sens... convexe qui a le bon groupe fondamental. Après, on peut discuter si une boule c'est convexe dans une variété ou pas, mais je ne veux pas. C'est localement convexe. Est-ce que localement convexe, ça suffit à être convexe quand tu as du groupe fondamental? C'est un débat que je n'ai pas l'intention de résoudre ici. Mais donc on a un convexe qui contient toute la topologie et qui est le plus petit convexe qui contient toute la topologie. Et donc quand ma variété est quasi-fuchsienne, ce cœur convexe, il est compact. Donc le cœur convexe... une variété quasi... C'est quand même vrai que dans le cœur convexe, tu prends 2 points quelconques et 2 géodésiques quelconques qui les relient. La géodésique, tu prends 2. Oui. Il y en a plusieurs, mais je veux dire, à chaque fois que tu prends un choix... Oui, non, quelle que soit la définition de convexité que tu prends, ce truc va être convexe. C'est savoir si c'est le plus petit ou pas qui peut être sujet à discussion. Parce que tu vois, là, quand je dis que c'est le plus petit, je dis qu'une petite boule n'est pas convexe. Et donc le cœur convexe d'une variété quasi-fuchsienne est compact. Donc d'une part, il est compact et il contient toutes les géodésiques fermées. Ça, c'est juste par construction. C'est facile à voir si l'ensemble limite est un cercle, le cœur convexe. C'est facile à voir si l'ensemble. Oui, ça doit être fait. C'est facile. De l'ensemble limite est un cercle. C'est facile. C'est facile de voir, tu utilises quand même que le pi 1 de S est compact. Donc déjà, il Oui. faut un peu plus que ça. Oui, c'est clair. Il faut que tu n'aies pas de parabolique. Il faut pas qu'il y ait de parabolique.
Donc non, c'est pas facile à voir. Pourquoi c'est un quasi-fuchsien? Parce que c'est une déformation quasi conforme d'un fuchsien qui a un cœur convexe compact et ton déformation quasi conforme, elle va pas bouger trop. Est-ce que c'est dur à démontrer? Là, c'était une pseudopode. C'est comme ça que ça marche? Comme c'est une déformation quasi conforme? Ouais, enfin, donc oui, enfin, du coup, ça doit marcher comme ça. Enfin, cette preuve-là doit marcher, mais je pense qu'il y en a d'autres. Il doit y en avoir des meilleures. Ah ouais, la pause c'est dans 10 minutes, ou dans, je sais pas, 1 minute, je sais pas, on va voir. Donc, en tout cas, il est compact et il contient toutes les géodésiques fermées. Donc, donc ça. Donc ça entraîne que pour tout L, l'ensemble des gamma dans π1 de S, l'ensemble des gamma dans π1 de S tel que la longueur pour la représentation ρ de la géodésique correspondante est plus petit que L est fini. D'accord ? Donc ici, je prends une courbe dans ma surface. Et comme j'ai une variété hyper... Donc ça me donne une classe d'homotopie de courbe dans ma variété quasi-fuchsienne. Et comme elle est hyperbolique, j'ai une unique géodésique dans cette classe d'homotopie. Donc cette unique géodésique, je l'appelle gamma étoile. Je regarde la longueur de cette géodésique. Et comme j'ai un ensemble qui contient toutes les géodésiques et qui est compact, du coup, si je prends, donc du coup, j'ai un nombre fini de géodésiques dont la longueur, pour une borne donnée, j'ai un nombre fini de géodésiques qui sont plus petits que celle. Et donc du coup, ça nous dit que je ne peux pas avoir une isométrie qui agit comme un pseudo-anosophe, parce que forcément, si j'ai une isométrie, cet ensemble des courbes dont la longueur est plus petite que L, il doit être globalement préservé. Donc du coup, l'action de mon homomorphisme, forcément, il est réductible, puisque j'ai, parmi celles-là, je vais trouver une puissance qui va me fixer une multicourbe. Ça va pas marcher. Donc, les quasi-fuchsiennes, ça ne peut pas me convenir. Tu aurais pu aussi dire que l'ensemble limite de la fibre, c'est forcément la sphère identique. Ah oui, j'aurais pu dire ça, oui. Effectivement. Donc ça entraîne pas... Ok. Oui, mais du coup, ça allait pas avec mon... Donc, pas d'isométrie. Qui induisent un pseudo-anosophe. Pour parler de la longueur d'un gamma, je te l'ai dit, mais il faut prouver qu'il est hyperbolique. Non, donc ça, ok. Donc, moi, un élément du groupe fondamental, c'est une courbe. Ok, c'est une courbe. Et donc, du coup, ça me fait une courbe sur la surface. Donc, ça me fait une courbe dans une... Enfin, oui, c'est une classe d'homotopie. Ah oui, c'est une classe d'homotopie de courbe. Si tu veux pointer... je regarde la classe de conjugaison, finalement. Et donc cette classe, ça me définit une classe d'homotopie dans la variété S croix I. Et donc, du coup, comme je suis hyperbolique, j'ai une unique géodésique. Et donc, je regarde cette longueur-là. Et après, dans mon groupe quasi-fuchsien, il n'y a pas de parabolique. Donc, tous les éléments sont hyperboliques. Peut-être après, ça, du fait que le cœur convexe soit compact, ça me dit qu'il n'y a pas de parabolique. Alors, du coup, je prends la longueur minimale pour la
Donc là, ça c'est la géodésique. Ça c'est la longueur de la géodésique. Donc de ma variété quotient de la géodésique de M-ρ dans la classe d'homotopie. Dans la classe d'homotopie définie par gamma. Hop. Donc là, on est très déçus. Je vous ai un peu vendu du vent. J'ai dit c'est bien, on connaît bien les représentations de groupes de surface, ça va bien aller, on va en trouver une qui convient. Et non. Toutes celles que je vous présente, elles ne marchent pas. Mais, donc, un truc, je sais pas, une différence fondamentale entre la théorie des déformations des variétés hyperboliques en dimension 3 et en dimension 2, bon, mis à part le théorème de Mosto qui dit qu'il n'y en a pas, c'est que en fait, si on regarde, donc j'ai ma variété quasi-fuchsienne qui sont paramétrées par deux produits d'espèces de Teichmüller et qui correspondent aux déformations d'un groupe de surface. Donc on peut dire que c'est l'analogie de l'espace de Teichmüller pour des variétés de dimension 3. Et donc la différence, c'est que cet espace-là, il n'est pas fermé. Oui. Sur le groupe fondamental, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je cherchais en fait. Je voulais une. Le T, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est le T. Ah. Donc là, ce qui va nous sauver un petit peu, c'est qu'il y a de la vie en dehors des quasi-fuchsiennes. Il y a des représentations qui sont discrètes et fidèles et qui ne sont pas quasi-fuchsiennes. Et ça, donc c'était connu un peu avant Thurston, puisque par exemple, on a ce qu'on appelle une tranche de Beers. Donc c'est que, donc on a vu que, donc j'ai l'application, on a vu que les groupes quasi-fuchsiens, les représentations quasi-fuchsiennes de Π1 de S, donc ça c'était homéomorphe à l'espace de Teichmüller croix l'espace de Teichmüller. Donc ça, on va appeler ça les coordonnées d'Alfors-Beers. Et donc maintenant, je peux regarder l'ensemble que je vais noter Bx par exemple, donc qui est Bx image de x croix point. Donc je fixe un point dans l'espace de Teichmüller, disons le point qui correspond à la composante du bas, et je laisse l'autre varier. Donc ça me fait un plongement de l'espace de Teichmüller dans les variétés quasi-fuchsiennes. Et donc Bx, donc c'est le théorème de Beers que je veux. C'est quoi mon théorème de Beers? Ok. Bx n'est pas fermé. Donc déjà, c'est pas fermé dans l'espace des représentations, ce qui est déjà différent. Teichmüller, on ne peut pas en sortir. Hein. Si on essaye de sortir de Teichmüller, on diverge. Donc là, ça me dit que je peux sortir de cette tranche de Beers sans diverger. Et en plus, on sait qu'il y a des... et comme être fidèle et discret, c'est fermé, les limites, ça me donne des représentations fidèles et discrètes qui ne sont pas des groupes quasi-fuchsiens. Ah oui,
Non, on n'est pas fermé, oui, dans l'espace des représentations. Pardon, il est... Non, on n'est pas fermé... Ah, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, dans l'espace des représentations, oui, c'est ça. D'accord. Et si en plus, je sais jamais à qui l'attribuer, on va mettre Pucro, W, non, Jorgensen. Donc, ouais, fidèle, c'est une propriété fermée, ça c'est clair. Et donc, discret est une propriété fermée. Si discret c'est fermé, du coup, ça va. Non, c'est pas clair, mais une fois que tu as dit que discret était fermé, ça vient... Ah ouais, c'est vrai, dans le livre, il y a quelqu'un d'autre encore. Non, mais enfin, donc le fait que discret est une propriété fermée pour les représentations... Non, je dis qu'une fois que tu dis que discret c'est fermé, du coup, si tu veux perdre la fidélité, il va falloir que tu te rapproches de l'identité, et donc les mêmes arguments vont te dire que fidèle est fermé. En fait, discret est fermé parce que tu ne peux pas te rapprocher trop de l'identité sans devenir non discret. C'est ça, c'est l'inégalité de Jorgensen qui dit ça, oui, c'est un peu le lemme de Margulis. Oui, c'est Willenberg. Ok, Willenberg. Sauf que on lui met 2 L. Hein. Allez, ça coûte pas cher. Et c'est Chocro en fait. Je sais jamais comment elle s'appelle. Moi je mets toujours Jorgensen, mais c'est traditionnellement attribué. Enfin, pour ça, elle a montré ça pour les groupes libres. Ah oui, c'est sûrement bien avant. Hein. Mais donc, ok. Donc on va attribuer ça à Willenberg, et après, pour le démontrer, ça vient assez facilement de l'inégalité de Jorgensen, qui justement dit que si tu as 2 éléments qui sont trop proches de commuter, alors ils engendrent un groupe pas discret. Donc voilà. Donc du coup, ça nous dit il y a de l'espoir encore, il y a des groupes qui ne sont pas quasi-fuchsiens et qu'on peut décrire comme limite de groupe quasi-fuchsien. Et donc c'est comme ça qu'on va construire notre groupe, on va le construire comme limite de quasi-fuchsien, et on va essayer de trouver une bonne limite. Maintenant, on a vu qu'on ne pouvait pas prendre tout au hasard, donc on va essayer de trouver une bonne limite qui correspond à ce qu'on veut. Et donc pour ça, moi, enfin en tout cas, mais je pense que quelque part, Thurston aussi, on peut imaginer, je vais tricher parce que maintenant on connaît plus de résultats. Déjà, on sait à quoi ressemble cette variété, et donc du coup, pour trouver, et on connaît mieux le comportement des groupes quasi-fuchsiens, donc maintenant il y a des méthodes pour dire, tiens, je vais prendre cette suite, elle va converger vers ce qu'il faut. Et donc pour ça, donc là, je dois être au petit 4. Ouais. Petit 4. Je vais vous parler de lamination géodésique. Ouais, c'est d'accord, c'est ça. Voilà. Vous voulez faire une pause Ou alors on fait la pause maintenant si tu trouves que c'est plus... on recommence. Peut-être c'est mieux de faire la pause maintenant et puis je ferai tout d'un coup. On applaudira après. Ou pas. Vous avez...